sorry, I killed that girl. I stabbed her 40 times. Des tueurs, il y en a beaucoup. Des tueurs en série, c'est une catégorie déjà plus rare. Mais des tueurs en série qui narguent la police, c'est extrêmement peu probable. Seulement, dans cette histoire, cela va au-delà de tout ça, et le téléphone sera au centre de plusieurs affaires de meurtre absolument monstrueuses. Au cours de l'été 1981, du côté de Saint Paul, la capitale du Minnesota, un état situé au nord des États-Unis, des adolescents s'amusent à reproduire les exploits de leurs idoles des Minnesota Vikings, l'équipe de football américain locale. Même si cette année, il faut bien le reconnaître, l'équipe est assez nulle. Quoi qu'il en soit, il se passe donc ce ballon en forme d'œuf au milieu d'un espace gazonné à proximité d'un chantier d'une autoroute en cours de construction. L'un des ados lance la balle un peu trop fort, obligeant celui qui aurait dû réceptionner le ballon à se diriger vers un endroit proche de buissons. C'est à ce moment que le garçon remarque une forme étrange qu'il n'a pas l'habitude de voir et, pour cause, il s'agit d'un cadavre. Cette découverte met immédiatement fin au jeu et c'est la police qui débarque sur les lieux à présent après le signalement du groupe d'adolescents. Sur place, les enquêteurs de la brigade criminelle découvrent une femme allongée, face contre terre au milieu de l'herbe. Ils analysent aussi l'environnement autour de la victime. C'est un terrain assez isolé, cela s'explique par l'autoroute qui est en cours de construction. Par conséquent, il n'y a quasiment aucun passage dans le secteur. La jeune femme, dont la dépouille gît au sol, est blessée à la poitrine ainsi qu'au niveau de l'abdomen, mais également sur les côtés intérieurs et extérieurs de ses cuisses. Immédiatement, les policiers suspectent un crime à caractère sexuel. Ils n'excluent pas non plus des pulsions sadiques chez l'agresseur au regard des marques impressionnantes laissées sur le corps. Hormis l'état du cadavre, il n'y a pas réellement d'indices sur les lieux pouvant déboucher sur une première piste pour les inspecteurs. Les environs ont beau faire l'objet de fouilles approfondies, il est évident que le tueur, parce que les enquêteurs doutent fortement que cette femme soit morte de cause naturelle ici, a pris soin de ne pas laisser de traces derrière lui. À partir de cet instant, afin de poursuivre l'enquête, le corps est transféré au médecin légiste du comté pour qu'il conduise l'autopsie et que la lumière soit faite autour des conditions de la mort de cette personne, encore non identifiée pour le moment. Le médecin démarre donc son examen du corps de cette victime. En observant les vêtements, il remarque des déchirures correspondant aux blessures qui parsèment la dépouille. L'analyse de ces blessures permet de connaître ce qui a causé la mort de la jeune femme. Celle-ci a été poignardée à 61 reprises avec un objet particulier puisqu'il s'agirait d'un pic à glace. Les enquêteurs, en entendant cette première conclusion, sont très étonnés. Des tournevis, des couteaux ou des marteaux, c'est avec ce genre d'armes blanches que les meurtres sont commis habituellement. Mais un pic à glace, c'est bien la première fois qu'ils sont confrontés à une telle chose. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où tout ce qui sort de l'ordinaire facilite en général le travail des policiers. 61 coups de pic à glace ne sont pas communs non plus. Il y a une rage évidente dans cet acte et cela ouvre alors plusieurs hypothèses. Le meurtrier connaissait-il personnellement la victime ? Ou bien le tueur est juste un rôdeur extrêmement dangereux et assoiffé de sang ? Pour l'instant, impossible de répondre à ces questions. Le médecin légiste apporte de très bons éléments sur lesquels les inspecteurs vont pouvoir se pencher. En revanche, il bute quant à l'identification de la victime, qui reste un mystère pour le moment. Mais en fouillant les vêtements, une clé est découverte dans l'une des poches. C'est une clé qui ressemble à celle utilisée pour verrouiller un casier ou quelque chose de similaire, ce qui est une première piste finalement. Très facilement, les policiers parviennent à remonter l'origine de la clé et celle-ci ouvre en réalité un casier situé au sein d'une gare routière à Saint Paul, d'où partent les bus pour traverser les États-Unis. Le casier est donc retrouvé et ouvert naturellement. À l'intérieur, les forces de l'ordre y découvrent 2 sacs. Ils sont évidemment fouillés et l'un d'eux contient précisément ce que cherchaient les enquêteurs, une pièce d'identité. Désormais, la victime est identifiée. Il s'agit de Kimberly Compton, une jeune femme âgée d'à peine 18 ans. La famille de Kimberly est contactée dans la foulée. Il est indiqué aux inspecteurs que la jeune femme vient d'emménager à Saint Paul.
Les policiers tentent d'en savoir plus sur la victime. Kimberly Compton est décrite comme une fille agréable qui vient de terminer son parcours scolaire au lycée, dans le Wisconsin, et avait décidé de s'installer à Saint-Paul à l'été 1981 pour y trouver du travail. Il n'y a rien à signaler du côté de la jeune femme. Elle n'avait pas d'ennemis, elle ne fuyait pas un petit ami violent et, au contraire, elle était appréciée par tous ses proches. Elle avait des projets pour l'avenir. Malheureusement, ils se sont éteints lorsqu'elle a croisé la route d'une personne extrêmement malveillante. Toute la famille de la jeune femme de 18 ans est choquée par ce terrible drame. Simplement, les policiers ne comprennent pas comment elle a pu être assassinée. Il se pourrait qu'elle ait joué de malchance et qu'elle ait juste croisé la route de la mauvaise personne, mais il faut en être certain. Pour progresser dans cette investigation, les enquêteurs choisissent de s'attarder sur les événements précédant le meurtre de la jeune Kimberly Compton. Ils s'activent donc et essayent de comprendre qui aurait pu en vouloir à Kimberly et qu'est-ce qu'il s'est passé après qu'elle soit descendue du bus à Saint-Paul. Cela fait 2 jours que les policiers sont plongés dans leur enquête, lorsque le téléphone se met à retentir. À cette époque, le fameux numéro centralisant les appels d'urgence, le 911, n'existe pas. Les appels parviennent donc directement auprès des commissariats et ils sont donc enregistrés immédiatement. Ce coup de téléphone que reçoit la police est hors du commun, mais il donne également froid dans le dos. Oh yeah, finally I can't stop myself. I keep killing somebody. Don't know why I had to stab her. I'm so upset about it. La personne qui vient de téléphoner avoue le meurtre d'une fille. Le ton utilisé est étonnant, comme si l'individu faisait semblant de pleurer tout en forçant le trait des sanglots pour que ce soit le moins naturel possible. La police, en temps normal, prendrait cet appel pour un canular. C'est souvent ce qu'il se produit quand un meurtre est rapporté par les médias. Sauf que, dans ce cas précis, les enquêteurs n'envisagent à aucun moment qu'il s'agisse d'une blague lourde, parce que la personne à l'autre bout du fil dit ceci. I just stabbed somebody with a knife stick. Je viens de poignarder quelqu'un avec un pic à glace. Cette phrase résonne dans l'esprit des enquêteurs comme la preuve ultime que l'assassin vient de leur téléphoner pour les narguer. S'ils en sont persuadés, c'est parce qu'il vient de mentionner le pic à glace. Or, c'est un détail qui n'a jamais été transmis à la presse. Autrement dit, l'individu qui a contacté la police connaît un détail uniquement présent dans les rapports de la police. C'est bien trop suspect pour être ignoré, alors évidemment, dans la foulée de ce coup de téléphone, les inspecteurs essayent de localiser la provenance de l'appel. En vain, celui-ci n'a pas duré suffisamment longtemps pour le permettre. Seulement, les forces de l'ordre n'ont pas à patienter bien longtemps avant d'obtenir des nouvelles de leur suspect, puisqu'ils rappellent quelques heures plus tard. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'll try not to kill anybody else. Lors de ce second appel, le suspect révèle un autre point qui ne devrait être connu que des policiers, en disant que la jeune femme a été victime de 61 coups de pic à glace. Mais surtout, cette fois-ci, il reste pendu au téléphone assez longtemps pour que les enquêteurs soient capables de localiser l'endroit duquel il téléphone. L'appel provient d'une cabine téléphonique située proche de la gare routière d'où Kimberly Compton débarquait quelques jours auparavant pour débuter sa nouvelle vie. Des unités sont aussitôt envoyées sur place pour tenter de mettre la main sur un suspect que tous les policiers considèrent d'ores et déjà comme le meurtrier. Sur place, les agents interpellent toutes les personnes présentes dans la zone. Aucun passant ne peut échapper au quadrillage efficace des effectifs de police. Des dizaines, voire des centaines de personnes sont interrogées à la gare routière, y compris directement dans les bus sur le départ, mais rien n'y fait. Le suspect semble avoir réussi à échapper aux forces de l'ordre. Ce n'est pas de chance, mais il y a toujours la cabine téléphonique qui pourrait révéler des éléments intéressants. Elle est donc analysée et la police scientifique essaye de relever des empreintes digitales. Malheureusement, c'est un téléphone qui est énormément utilisé. Déjà parce qu'il se trouve à proximité d'une gare routière et surtout parce qu'en 1981, le téléphone portable n'existe pas encore. Par conséquent, aucune empreinte digitale exploitable n'est collectée et le tueur semble s'en être sorti à bon compte. Quoique, pas forcément. Kimberly Compton est arrivée à cette gare routière. Le tueur a téléphoné depuis une cabine téléphonique à côté de cette gare routière. Alors, il est tout à fait envisageable que celui-ci revienne ici pour passer un 3e appel à la police.
Naturellement, une idée vient en tête des inspecteurs. Surveiller cette cabine téléphonique puisque le meurtrier pourrait s'y rendre directement. C'est une observation sans relâche qui débute. La moindre personne s'approchant de ce téléphone est prise en photo par des agents de police en planque dans un bâtiment voisin. Des jours durant, les policiers se relaient afin de capturer l'homme à la voix sanglotante. Mais contre toute attente, cela ne donne rien. Il semble que l'assassin soit assez malin pour ne pas se présenter à nouveau à cet endroit et finalement, la surveillance est abandonnée après des centaines de clichés récoltés. Tout n'est pas perdu cependant. Si la cabine téléphonique n'a rien dévoilé, peut-être que l'appel lui-même révélera des indices. Le premier point soulevé est que la voix du suspect est très particulière. Déjà l'émotion qu'il déverse quand il parle comme s'il sanglotait en exprimant des remords, sur lesquels les policiers doutent qu'il soit sincère, et puis cette voix est plus aiguë que la plupart des voix d'hommes. Ces différences permettent une tentative de faire correspondre la voix du suspect avec celle enregistrée lors d'autres appels téléphoniques reçus par le standard du commissariat en concentrant les recherches sur les affaires de meurtre qui n'ont pas été résolues. Parce que si ce tueur agit ainsi, il n'est pas exclu qu'il ait déjà sévi auparavant, mais qu'aucun lien n'eût été fait. Essayer de faire correspondre la voix du tueur a été une idée lumineuse de la part des enquêteurs, parce qu'ils découvrent une affaire vieille de 5 mois dans laquelle un coup de téléphone a été passé. Le 1er janvier 1981, c'est un matin absolument glacial. Il est 3 heures, tout le pays est endormi après les célébrations de la veille, mais le commissariat de Saint-Paul reçoit un coup de fil. Please, there's an ambulance too. There's a girl herself. Can you tell me what happened to her? That's right. She's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. La voix explique qu'une jeune femme a été poignardée, qu'elle est presque morte au milieu de la neige, mais surtout, elle correspond comme 2 gouttes d'eau à celle enregistrée dans l'affaire de Kimberly Compton. Et si la police avait affaire à un tueur en série ? Le 1er janvier 1981, juste après l'appel téléphonique indiquant qu'une femme venait d'être poignardée proche d'un site industriel, des agents de police se rendent sur place afin de comprendre la situation et sauver la femme en détresse, à condition que ce coup de téléphone ne soit pas un canular. Sur place, les policiers constatent tristement que le signalement n'était absolument pas une blague. Une femme est allongée sur le sol enneigé, elle est vivante, mais visiblement cela ne tient qu'à un fil. Il est évident qu'elle a subi une attaque brutale. Sa tête ainsi que son cou sont les parties les plus grièvement blessées. Son crâne est enfoncé à plusieurs endroits, laissant apparaître le cerveau. L'agresseur s'est acharné sur la victime. Les blessures témoignent de la violence des événements, mais pas seulement. La victime était vêtue d'un chemisier, mais les boutons du vêtement ont été découverts à plus d'une quinzaine de mètres du lieu de l'agression. La première hypothèse des policiers concernant l'arme du crime est que l'assaillant a utilisé un objet contondant et lourd, tel qu'un marteau, pour s'en prendre à cette jeune femme. Pour le reste, il n'y a pas encore réellement de pistes. Rapidement, cependant, l'enquête progresse, puisque dans les poches du jean de la victime, une pièce d'identité est découverte. Il s'agit d'une jeune étudiante âgée de 20 ans nommée Karen Potak. Grâce à cette identité, les policiers entrent en contact avec la famille de Karen. Il est expliqué aux enquêteurs que la jeune femme avait passé le nouvel an avec sa sœur. Ils apprennent également qu'elle est originaire du nord du Minnesota, que la soirée ne s'est pas bien déroulée. Après être sortie dans quelques bars, peu après minuit, Karen a laissé ses sœurs qui n'ont plus de nouvelles. Tout le monde, ce soir-là, a pensé que la jeune femme était rentrée chez elle, mais ce n'est pas du tout le cas, et la famille se trouve à présent à son chevet, où la vie de Karen est entre les mains des médecins. Le pronostic vital de la jeune femme est en jeu, mais les policiers ont tout de même l'autorisation du corps médical pour interroger la victime. Le temps étant un atout précieux dans ce genre d'investigation. En parallèle, les policiers essayent de se renseigner sur le passé de Karen. Peut-être qu'il y a une explication à son agression par ce billet, mais rien n'est découvert. En questionnant l'étudiante à l'hôpital, il n'y a pas plus d'éléments exploitables pour les inspecteurs. Karen a beau être une survivante miraculée, la terrifiante attaque qu'elle a subie lui a occasionné de graves lésions. Son cerveau est endommagé, ce qui a engendré une perte de mémoire, et la victime est dans l'incapacité d'aider les enquêteurs, dans la mesure où le moindre de ses souvenirs s'est envolé. Le seul point sur lequel les policiers peuvent travailler, c'est l'appel téléphonique passé ce 1er janvier 1981. Comme il a fait l'objet d'un enregistrement, il est transféré à l'Université du Michigan pour tenter une analyse de reconnaissance vocale.
Bien qu'il y ait un département consacré à ce genre de traitement audio à l'université, les spécialistes sont incapables de relier la voix à un individu ou une catégorie d'individus. C'est l'impasse pour les policiers chargés de résoudre l'agression subie par la jeune Karen Potak. 5 mois plus tard, le 6 juin, à Saint-Paul, la même personne vient de téléphoner au commissariat pour reconnaître un meurtre, celui de Kimberly Compton. En tout cas, si ce n'est pas la même personne, la voix est similaire, l'intonation également, ainsi que les sanglots. Les inspecteurs, eux, sont totalement convaincus que l'individu qui a téléphoné le 1er janvier est aussi celui qui les a contactés à 2 reprises au cours du mois de juin. Ceci vient appuyer l'hypothèse, dont personne n'aurait aimé qu'elle soit placée tout en haut de la liste, celle d'un tueur en série. 5 mois se sont écoulés entre les 2 agressions, un laps de temps suffisamment large pour que le tueur se soit concentré sur d'autres victimes. La pression monte d'un cran. La police doit stopper ce fou furieux parce qu'il ne stoppera pas sa folie meurtrière. D'ailleurs, il l'a lui-même dit lors de ses appels. Il faut l'arrêter, sinon il commettra des meurtres encore et encore. Le temps joue contre les enquêteurs. C'est cette raison qui pousse les supérieurs hiérarchiques à déployer des moyens supplémentaires pour placer derrière les barreaux ce dangereux prédateur. Des efforts massifs sont déployés. Naturellement, les forces de l'ordre font avec ce qu'elles possèdent. Il y a les appels enregistrés, mais aussi la façon peu ordinaire par laquelle Kimberly Compton a été tuée, avec le pic à glace. Toutes les arrestations réalisées lors des mois précédents sont analysées. Si un pic à glace apparaît dans l'un des dossiers, il se peut qu'une nouvelle piste s'ouvre pour les inspecteurs. Des semaines durant, ils ont beau chercher encore et encore, le résultat est toujours le même, une impasse et aucun suspect. Puisque la voix sanglotante est le seul réel indice détenu par la police, les enquêteurs prennent la décision de la partager au public par le biais des médias, avec l'espoir qu'elle soit reconnue. La presse, friande de ce genre d'affaires, s'empresse de partager l'enregistrement auprès de la population. Une ligne téléphonique directe vers le commissariat de Saint-Paul est créée afin de réceptionner les appels des potentiels témoins à propos de la fameuse voix. Les enquêteurs sont persuadés que cette stratégie sera payante. La voix de cette personne est si particulière qu'il est obligatoire que quelqu'un la reconnaisse. Les inspecteurs sont certains que si un témoin avait entendu une seule fois cette voix, elle resterait forcément ancrée dans sa mémoire et par conséquent, cela conduirait aussitôt vers l'agresseur. La ligne directe mise en place par les policiers est rapidement saturée d'appels. Des centaines de témoins indiquent qu'ils sont sûrs de connaître la personne à qui cette voix appartient. En parallèle, les médias surnomment l'assassin le tueur à la voix larmoyante, et le public s'inquiète de plus en plus. Il faut dire qu'un meurtrier aussi sadique, qui appelle ensuite les forces de l'ordre pour détailler ses exploits macabres, cela a de quoi donner froid dans le dos. D'ailleurs, la crainte n'est pas près de s'envoler, puisque transmettre la voix aux médias, malgré les centaines de témoignages, n'a rien donné. Cela n'a conduit à aucune piste valable et l'investigation piétine à nouveau. Les jours, puis les semaines s'écoulent. Cela fait à présent 2 mois que les policiers cherchent à faire décoller l'enquête, sans succès. Simplement, ce crime n'est pas le seul à être commis dans la capitale du Minnesota, et à l'est de Saint-Paul, des agents sont envoyés suite à un appel pour signaler un forcené barricadé chez lui avec des otages. Les informations parviennent très vite aux policiers. Un homme nommé Alan Lopez est enfermé chez lui et retient de force ses parents et sa sœur qu'il menace avec un pistolet d'après les renseignements obtenus. La situation est sérieuse. Dans ce genre de cas, c'est l'unité spéciale d'intervention qui est envoyée. Vous la connaissez certainement, il s'agit du SWAT. La procédure est standard. Lorsqu'une telle situation se présente, la menace sera éliminée si elle représente un danger trop élevé pour les otages ou les forces de l'ordre. Mais avant, il faut établir un contact avec le forcené pour tenter de désamorcer la situation afin d'éviter un bain de sang dans le cas où il serait encore possible de raisonner le preneur d'otages. Une ligne spécifique pour communiquer avec Alan Lopez est alors mise en place. L'homme accepte de parler à la police et ce qu'il révèle fait l'effet d'une bombe. Alan Lopez vient de s'enfermer chez lui avec ses parents ainsi que sa sœur. Les policiers ont réussi à établir une communication avec le preneur d'otages et celui-ci avoue être la personne responsable du meurtre de Kimberly Compton. Il indique être celui qui passe des coups de téléphone au poste de police en sanglotant. Les enquêteurs n'ont à aucun moment envisagé l'implication de cet individu dans les meurtres de la jeune femme et l'agression de l'étudiante Karen Potak. Pourtant, Alan Lopez est pris au sérieux. L'individu recherché est violent, comme lui. Manifestement, il ne craint pas la police et pourrait tout à fait avoir le culot de téléphoner au commissariat
pour dénoncer ses propres crimes. Alan Lopez devient une cible importante pour les policiers. Il est décidé de donner l'assaut pour l'appréhender et éviter la moindre perte humaine. Le SWAT prépare donc son entrée dans la maison du forcené. La stratégie est efficace. De façon fulgurante, en quelques secondes seulement, l'unité spéciale investit le domicile et réussit à maîtriser le preneur d'otages. Les parents ainsi que la sœur d'Alan Lopez sont bien présents sur place. Simplement, ils sont tous décédés. L'homme est interpellé, puis placé en état d'arrestation pour ce triple meurtre. Il continue de clamer qu'il est également le meurtrier de Kimberly Compton, mais les enquêteurs chargés de cette affaire ne peuvent pas simplement se contenter de ses aveux. Des preuves directes l'impliquant sont nécessaires. Les inspecteurs fouillent alors dans le passé de l'homme, en vérifiant ses antécédents judiciaires. Il possède un casier pour des faits d'agression. Les policiers découvrent aussi qu'il a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique à la suite de maladies mentales déclarées. Alan Lopez semble cocher toutes les cases dans le cadre de l'enquête pour le meurtre de Kimberly Compton et l'agression de Karen Potak. Simplement, il reste obligatoire de trouver des preuves. Les enquêteurs essaient donc de savoir où se trouvait leur suspect le soir du meurtre ou de l'agression des jeunes femmes. Ce sont des témoins oculaires qui pourraient faire basculer l'enquête, mais impossible de trouver une personne qui accepte de parler à la police. C'est alors la voix de l'homme qui servira. Les inspecteurs recherchent des enregistrements où il est possible d'entendre parler Alan Lopez, pour comparer l'audio à celui des appels téléphoniques de janvier et juin 1981. L'objectif est de déceler des similitudes entre la voix du suspect et celle du preneur d'otages, afin d'en déduire si elles sont identiques. C'est un travail de longue haleine. Alan Lopez, entre-temps, a mis fin à ses jours en prison, tandis que la police tentait de le relier à un meurtre supplémentaire. Finalement, il est déterminé que la voix d'Alan Lopez ne correspond aucunement à celle du tueur à la voix larmoyante. Les enquêteurs, qui pensaient enfin avoir fait une percée dans leur affaire, doivent repartir de zéro. 6 mois supplémentaires s'écoulent sans que l'investigation ne progresse. Le vendredi 6 août 1982, dans la ville voisine de Minneapolis, un livreur de journaux parcourt les rues pour remplir sa mission. Il est amené à traverser un parc et, à ce moment, il trouve une paire de lunettes au sol qu'il ramasse. En attrapant l'objet, il remarque un peu plus loin quelque chose de rouge dans l'herbe. Il pense que c'est un mannequin, ce qui explique donc les lunettes de soleil par terre. Sauf qu'en touchant le pied du mannequin, il constate rapidement qu'il n'en est pas un du tout. C'est un corps humain, celui d'une femme. La macabre découverte est bien entendu rapportée à la police, qui boucle les lieux et envoie les inspecteurs de la brigade criminelle faire les premières constatations. Immédiatement, ce qui saute aux yeux des enquêteurs, c'est la violence de l'attaque subie par la pauvre victime, mais surtout les marques rondes de ses blessures. C'est peu commun. Elle a donc été poignardée avec ce qui semble être un pic à glace. Visiblement, le tueur s'est acharné sur elle, ne lui laissant aucune chance de s'en sortir. D'autant plus que de nombreux coups ont été portés au niveau du crâne de la jeune femme, que les policiers ne réussissent d'ailleurs pas à identifier sur place. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie révélera l'identité de cette jeune femme, mais ce n'est pas le cas. En revanche, il est confirmé qu'un objet, tel qu'un pic à glace, a bien été utilisé dans le cadre de ce meurtre. Puisque l'examen du corps n'a rien donné, les enquêteurs se concentrent sur le lieu où le corps a été localisé. Grâce aux photos prises lors de la découverte du cadavre, les inspecteurs remarquent que l'attaque ne s'est pas produite là où la dépouille de la jeune femme fut trouvée, et cela en dit long. Si cela avait été un crime sous le coup de l'émotion entre deux personnes se connaissant, le tueur aurait laissé le corps de la femme à l'endroit où l'attaque se serait passée avant de fuir. Or, le cadavre a été déplacé comme le montrent les traces de sang séchées dans l'herbe. Autrement dit, l'auteur du crime est certainement une personne ayant de l'expérience, qui a donc sûrement déjà tué également. Et cette tentative de dissimuler le corps en atteste. 2 jours sont passés depuis la découverte du corps dans le parc de Minneapolis. Les inspecteurs travaillent sur cet homicide et tout est calme jusqu'à ce coup de téléphone. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Over 6 months. I killed both of them. I'll never get to heaven. Un individu avec une voix larmoyante vient de dire qu'il avait tué une autre femme et que la première à qui il a ôté la vie était Kimberly Compton à Saint-Paul, la ville voisine. Les enquêteurs qui étaient déjà persuadés que le tueur était expérimenté en ont la certitude à présent et ils contactent leurs homologues de Saint-Paul.
Ce coup de téléphone des policiers de Minneapolis à ceux de Saint-Paul permet à ces derniers d'écarter définitivement Alan Lopez dans ses meurtres, bien qu'ils ne suivaient déjà plus cette piste. Mais cette fois-ci, le doute est totalement levé. Il y a une autre certitude, celle que l'homme ayant téléphoné au poste de police de Minneapolis est le même que celui qui a téléphoné à Saint-Paul. La voix est identique, la façon de s'exprimer également avec les sanglots, et il utilise le même vocabulaire, il n'y a aucun doute. C'est une forme de schéma que ce tueur particulier répète à chaque crime qu'il commet. Sa signature en quelque sorte, et c'est la 3e fois que les policiers y sont confrontés. Manifestement, c'est un meurtrier expérimenté, sûrement un tueur en série qui maîtrise totalement ce qu'il fait. Les autorités ont besoin d'aide. C'est tout naturellement que le FBI est contacté pour aider la police locale à coincer ce prédateur qui n'a pas l'intention de stopper son massacre. Les agents du FBI essayent donc de comprendre pourquoi ce tueur appelle-t-il la police. Pourquoi risque-t-il de se faire arrêter pour un coup de téléphone ? Les agents fédéraux ont une petite idée, même si le processus paraît curieux. Il est récurrent chez beaucoup de tueurs en série. Ils aiment montrer qu'ils sont en contrôle et que la police est en position de faiblesse. L'individu agit également comme un enfant, notamment lorsqu'il prend cette voix étrange et qu'il sanglote derrière le combiné. Il joue à « attrape-moi si tu peux », comme s'il se trouvait dans une cour de récréation. Il prend des risques, mais ils sont contrôlés et il se peut qu'ils soient particulièrement difficiles à mettre hors d'état de nuire. Des policiers en civil sont alors envoyés dans les rues de Minneapolis et Saint-Paul pour parler avec les gens du voisinage et tenter de repérer cette voix si spécifique. Après tout, il suffit de l'entendre pour la reconnaître. Pendant ce temps, une piste s'agissant de l'identité de la seconde victime est découverte grâce à un employé de la poste américaine proche de la gare routière de Saint-Paul. Celui-ci relevait le courrier quand il a trouvé à l'intérieur d'une boîte aux lettres un sac à main. Évidemment, la localisation fait tout de suite penser à l'affaire de Kimberly Compton dont les sacs avaient été retrouvés à cette même gare routière dans un casier. Dans ce sac à main, découvert à l'intérieur de la boîte aux lettres, il y a une pièce d'identité au nom de Barbara Simmons. La police apprend qu'il s'agit d'une jeune femme âgée de 40 ans qui vit au sud de la ville de Minneapolis. Elle est infirmière et visiblement n'a pas de problème particulier dans sa vie. En discutant avec ses proches, les enquêteurs sont informés des projets qu'elle avait le soir de sa disparition et elle devait se rendre au bar L'Hexagone, situé également au sud de la ville. C'est une bonne piste, alors les inspecteurs décident de se rendre à cet établissement pour se renseigner sur la présence de Barbara ce soir-là. Ils discutent avec un barman et une serveuse, tous deux présents le soir où la jeune femme aurait dû être présente, et bonne pioche pour les policiers parce qu'ils ont tous les deux vu Barbara. Le barman explique avoir aperçu la jeune femme au bar accompagnée d'un homme. La serveuse, quant à elle, l'a non seulement vue, mais a aussi pu échanger quelques mots avec la victime. Barbara avait l'habitude de se rendre dans ce bar et, avant de partir, elle a dit à la serveuse « J'espère que ce mec est normal, j'ai besoin qu'on me raccompagne ce soir ». Le barman ajoute que l'homme qui attendait Barbara semblait le dévisager, comme s'il le testait. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas du tout une attitude classique, très différente de la clientèle habituelle en tout cas. Cet individu est naturellement décrit par les deux témoins. C'est un homme blanc, d'une 40aine d'années maximum, avec une forte corpulence, mesurant au moins 1,80 m et portant une moustache. Dans la mesure où il s'agit de la dernière fois que Barbara Simmons fut aperçue vivante, les enquêteurs viennent d'obtenir la description d'un suspect. Les policiers prennent bonne note, ils savent ce qu'ils ont à faire à présent. Ils vont plonger dans leur base de données afin de récupérer tous les profils d'hommes arrêtés pour des agressions. Cela représente à peu près 150 individus. L'étape suivante est de filtrer tous ces profils et récupérer ceux concordants avec la description donnée par les deux employés du bar. Au final, ce sont 8 hommes correspondant à la description, ce qui amène à la dernière étape, présenter les 8 photos des suspects aux témoins pour une identification. Très rapidement, les inspecteurs reviennent donc au bar L'Hexagone avec les 8 profils sélectionnés. Ils les présentent au barman et à la serveuse, qui tous les deux pointent instantanément du doigt une photo. Le barman et la serveuse du bar L'Hexagone montrent aux inspecteurs le profil correspondant à l'homme aperçu dans l'établissement en compagnie de Barbara Simmons. L'homme, déjà interpellé quelques années plus tôt, s'appelle Paul Michael Stefani. Les policiers tiennent enfin une piste solide et même un suspect, ce qui n'était plus arrivé depuis l'interpellation d'Alan Lopez plusieurs mois auparavant.
Le profil de Paul Stefani est donc examiné par les inspecteurs qui découvrent que leur suspect a déjà fait l'objet de condamnations plusieurs années en amont pour des faits de violence. L'homme est originaire du Minnesota, où il a grandi, dans la ville d'Austin plus précisément, c'est un enfant du pays. Très rapidement, il a eu de nombreux soucis avec la justice. Il a navigué entre Saint-Paul et Minneapolis pour trouver du travail. À chaque fois qu'il réussissait à décrocher un emploi, il peinait à conserver sa place dans l'entreprise. Il n'est vraiment pas un bon employé. Les enquêteurs pensent de plus en plus être sur la bonne voie. Paul Stefani est un homme instable. Il correspond à la description faite par les témoins du bar. Il a des antécédents judiciaires suite à des agressions, mais surtout, les policiers font une découverte troublante. Il travaille actuellement pour une entreprise nommée Malmberg, dont les installations se trouvent à côté de Minneapolis et où Karen Potak, survivante mais première victime connue du tueur à la voix larmoyante, a été découverte quasiment morte. Il y a trop de coïncidences pour ne pas suspecter fortement cet individu. Simplement, il faut des preuves pour s'assurer de l'envoyer derrière les barreaux un long moment. Alors, une équipe est envoyée au domicile du suspect pour le surveiller et peut-être l'attraper en flagrant délit, ce qui faciliterait la tâche pour l'enfermer définitivement. Les agents sont en place. Stefani est toujours dans son appartement pour le moment, mais au bout de plusieurs heures, il finit par quitter son logement. Il grimpe dans sa voiture et une filature commence pour connaître ses intentions ce soir-là. Durant de longues minutes, les policiers suivent leur suspect à travers les rues de Minneapolis. Simplement, Paul Stefani réussit à les semer. Les a-t-il repérés ou ont-ils été trop précautionneux ? Peu importe, le résultat est le même. Le suspect est perdu et il est libre de ses mouvements à présent. Les heures s'écoulent et il est impossible de savoir la localisation de Paul Stefani. Plus tard dans la nuit, la police de Minneapolis reçoit un appel d'urgence pour signaler une agression en cours. Un homme explique qu'une femme est grièvement blessée et qu'il faut des secours au plus vite. Lorsque les policiers arrivent sur place, le témoin est toujours présent. Il indique aux agents qu'il se promenait quand il a aperçu un homme se tenant au-dessus d'une femme en train de la poignarder avec ce qui ressemblait à un tournevis. Alors, il a tenté d'intervenir, mais l'agresseur s'est relevé puis a menacé le bon samaritain. Face à ce fou, l'homme a reculé pour appeler la police. Ceci a dissuadé l'agresseur de poursuivre et il est monté dans une voiture avant de fuir. Les policiers constatent que la jeune femme a été poignardée à plus de 13 reprises. Elle n'est pas morte, mais sa vie est en jeu. Elle est rapidement transférée à l'hôpital. La victime est une jeune femme de 21 ans, Denise Williams, qui explique aux enquêteurs qu'elle travaille comme prostituée à Minneapolis. Ce soir-là, elle est active et un homme vient à sa rencontre pour une prestation. Après avoir terminé avec le client, Denise prévoit de rentrer chez elle et l'homme lui propose de la ramener, ce qu'elle accepte. Tandis qu'ils sont en chemin, le conducteur prend la direction d'un entrepôt situé au nord-est de la ville, puis il s'arrête. Denise ne comprend pas bien, mais l'homme se met à fouiller dans sa boîte à gants, d'où il extrait ce qui ressemble à un tournevis. D'un geste rapide, après avoir saisi l'outil, il le plante à plusieurs reprises dans le corps de la jeune femme. Denise se débat de toutes ses forces. Elle réussit à attraper une bouteille en verre de soda qui traînait dans la voiture et à frapper violemment son agresseur. Il est étourdi, c'est le moment pour elle de s'échapper du véhicule. Elle ouvre la porte et se glisse à l'extérieur, mais l'individu la suit. Il se place au-dessus d'elle et la poignarde. Ce n'est que grâce à l'intervention du passant que Denise Williams est capable de raconter son histoire aux enquêteurs. Peu après l'attaque contre la jeune femme, un autre appel d'urgence est passé, et il provient directement de l'appartement du suspect de la police, Paul Stefani. I'm all cut up. I got beat up. I'm bleeding. Where are you bleeding from? From my arm, my face, my head. Les agents surveillant le domicile du suspect aperçoivent alors une ambulance arriver. Ils apprennent que leur suspect vient de contacter les urgences suite à des saignements abondants qu'il n'arrivait pas à stopper lui-même. Ceci étonne les policiers, parce que leur suspect doit savoir qu'il est recherché par les autorités. Alors, téléphoner aux urgences pour signaler une hémorragie, c'est presque appeler la police pour se dénoncer soi-même. Les inspecteurs pensent que sa blessure est si importante qu'il n'a pas eu d'autre choix que de contacter une ambulance. Pendant ce temps, les policiers retournent voir Denise Williams, parce qu'ils ont directement fait le lien entre cette attaque et la blessure de Paul Stefani. Les inspecteurs montrent à Denise plusieurs photos de suspects, et la jeune femme identifie Paul Stefani comme son agresseur, qui a tenté de la tuer à coups de tournevis. Grâce à ce témoignage, les enquêteurs tiennent un motif pour placer en état d'arrestation leur suspect numéro 1, Paul Stefani.
L'homme est placé dans une salle d'interrogatoire avec pour objectif de lui faire avouer tous les meurtres et agressions qu'il a commis. Les inspecteurs commencent donc à le questionner. Finalement, sa voix est assez grave et ne colle pas réellement avec celle entendue sur les enregistrements. De plus, le suspect explique qu'il n'a attaqué absolument personne, mais qu'au contraire, c'est lui la victime. On a essayé de le dépouiller. Les inspecteurs décident alors d'entrer dans son jeu et lui demandent d'expliquer son histoire d'agression et de vol pour qu'il se sente le plus à l'aise possible. Puis après quelques minutes, l'un des policiers ouvre un dossier dans lequel se trouvent toutes les photos des crimes du tueur à la voix sanglotante. C'est alors que Paul Stefani s'est levé d'un coup. Il s'est énervé et a dit « Vous ne me mettrez pas ça sur le dos ». Il est curieux de s'emporter ainsi en apercevant quelques photos, mais surtout, le ton de sa voix s'est envolé dans les aigus, et alors qu'elle ne correspondait pas dans un premier temps, la voix de l'homme est à présent la même que celle entendue au téléphone. À l'été 1982, les enquêteurs sont persuadés d'avoir mis la main sur le tueur en série à la voix larmoyante. Mais comme pour chaque affaire criminelle, l'intime conviction des policiers n'est pas suffisante en vue de prouver la culpabilité d'une personne. Dans les cas de Kimberly Compton et Karen Potak, les inspecteurs sont démunis d'éléments pour engager un procès contre leur suspect, Paul Stefani. Ils se concentrent alors sur les affaires de Denise Williams, la dernière survivante du prédateur, et de Barbara Simmons, affaire dans laquelle les autorités disposent de témoins avec les employés du bar L'Hexagone. Pour l'amener à se confesser, les policiers, aidés par les profileurs du FBI, s'intéressent au passé de leur suspect et découvrent qu'il a baigné dans la religion catholique durant toute sa jeunesse. Il a été élevé selon ses croyances et ses coutumes, ce qui, pour les agents du FBI, viendrait expliquer les coups de téléphone après les attaques. Pour réparer le mal que l'on fait, et ainsi être pardonné de ses péchés, il faut avouer, reconnaître ses fautes. C'est à cette condition que l'absolution pourra intervenir. En tant que pratiquant catholique, le meurtre n'est évidemment pas toléré et s'oppose à la religion. Par conséquent, le seul moyen pour ce tueur de passer à autre chose, c'est de se confesser en appelant directement la police. À côté de cela, les autorités apprennent qu'il a également eu une enfance difficile. Ses parents ont divorcé, Stefani est restée avec sa mère qui a ensuite rencontré d'autres hommes qui ont maltraité l'enfant. Cependant, le garçon avait trouvé du réconfort avec sa petite amie originaire de Syrie. Malheureusement, alors qu'il était éperdument amoureux d'elle, sa petite amie a été renvoyée dans son pays de naissance pour y être mariée de force avec un homme, et cela a véritablement brisé le cœur du jeune garçon qui était à ce moment plein de rancœur. Les agents du FBI font le lien entre ce dernier incident et les attaques de Paul Stefani sur les femmes. Le tueur se défoule brutalement sur elles en les poignardant des dizaines de fois afin de se venger de ce qu'il a subi de la part de cette petite amie syrienne qui l'a trahi d'après lui. Le mardi 28 février 1984 s'ouvre le procès de Paul Stefani pour le meurtre de Barbara Simmons ainsi que la violente agression sur Denise Williams. Sans surprise, le premier élément mis en avant par le procureur est l'enregistrement de la voix du tueur. Un expert a été chargé de comparer la voix de Paul Stefani et celle enregistrée par le standard du commissariat, mais le juge n'a pas autorisé l'expert à témoigner afin de donner son avis sur cette comparaison. En revanche, la sœur de l'accusé a eu le droit de se tenir à la barre pour entendre les différents enregistrements avant qu'il lui soit demandé si elle était en capacité d'identifier la personne qui parlait dessus. Et elle a donné une réponse en disant qu'il s'agissait de son frère, Paul Stefani. Ces mots qu'elle prononce à la barre sont forts, parce que la propre sœur de l'accusé qui le reconnaît sur des enregistrements où il avoue des meurtres, cela résonne de façon puissante dans l'esprit du jury, et c'est un élément crucial. Dans l'affaire de Denise Williams, la voiture de l'accusé a été contrôlée. Le sang découvert à l'intérieur appartenant à la jeune femme est également une preuve directe le reliant à cette agression, bien que l'homme clame l'inverse. Le verdict tombe finalement. Paul Stefani est reconnu coupable du meurtre de Barbara Simmons et de la tentative de meurtre sur Denise Williams. Pour ces actes, il est condamné à 40 ans et 18 ans d'emprisonnement. Le plus important pour la police est d'avoir mis derrière les barreaux ce tueur sanguinaire. Pourtant, un goût d'inachevé persiste dans la mesure où deux autres affaires n'ont pas été résolues. Celle de Kimberly Compton et Karen Potak, alors que les autorités sont convaincues de la culpabilité de Paul Stefani. Mais le tueur ne parlera plus, et le secret restera enfoui avec lui dans sa mémoire.
En 1997, cela fait plus de 10 ans que Paul Stefani a été arrêté et placé en détention. C'est alors que le commissariat de Saint-Paul reçoit un coup de téléphone curieux. C'est un gardien de la prison de Oak Park Heights à l'autre bout du fil. Il explique que le détenu Paul Stefani veut parler à la police. L'homme serait prêt à tout dévoiler, à condition qu'une faveur lui soit rendue. Des agents de police sont envoyés pour connaître la requête du meurtrier. Sur place, ils discutent avec lui. Il est prêt à donner tous les détails des meurtres qu'il a commis, à condition que lui soit fournie une photo de la tombe de sa mère. L'occasion est trop belle, et la police remplit sa part du marché. Paul Stefani également, et il se met à parler. Il reconnaît son implication dans les meurtres de Kimberly Compton, ainsi que l'attaque sur Karen Potak, ce qui est une bonne chose pour les familles des victimes. Mais Paul Stefani continue de parler, ce qui surprend les inspecteurs de police. Le détenu avoue avoir commis un meurtre supplémentaire. En revanche, après plus de 10 années, il est incapable de se souvenir du nom de la victime, de son adresse ou bien de tout autre détail qui pourrait conduire à elle. Il se souvient de la façon dont il l'a tuée. Il explique l'avoir noyée dans une baignoire et c'est un bon élément pour les inspecteurs qui se rendent alors chez le médecin légiste pour retrouver toutes les personnes décédées suite à une noyade. Pour résoudre une affaire peut-être enterrée depuis plusieurs années, les policiers font le maximum et découvrent qu'une femme, nommée Kathleen Greening, fut retrouvée morte dans son bain par noyade au cours du mois de juillet 1982. À cette époque, c'était une femme de 33 ans, enseignante et mariée qui profitait d'une vie bien remplie. Après sa mort, c'est son époux qui est resté dans le collimateur de la police sans qu'elle ne parvienne à prouver son implication, et pour cause, il est innocent. C'est bien Paul Stefani qui est le meurtrier de Kathleen. Quand il avoue cet assassinat, il donne des détails que seul le tueur est en capacité de savoir. Il connaît la disposition de l'appartement de la victime, il explique avoir placé son sac à main dans une boîte aux lettres, comme il l'avait fait dans le cas de Barbara Simmons, et le sac à main de Kathleen a été découvert dans une boîte aux lettres. Les policiers consultent alors les preuves récoltées à cette époque et retrouvent un carnet d'adresses appartenant à la victime dans lequel un nom, Paul S., est inscrit avec un numéro de téléphone correspondant à celui de Paul Stefani. Le meurtrier a tué Kathleen Greening et Barbara Simmons à 2 semaines d'intervalle seulement. Pourtant, dans le cas de Kathleen, le tueur à la voix larmoyante n'a jamais passé de coup de téléphone, et celui-ci ne donnera jamais de raison à ce non-agissement. En revanche, s'il s'est mis à parler après tout ce temps, c'est parce qu'il a été diagnostiqué en phase terminale d'un cancer et qu'il faut se repentir dans la religion catholique si l'on souhaite accéder au paradis. C'est le 12 juillet 1998 que Paul Stefani meurt en prison des suites de son cancer. Heureusement qu'il fut arrêté parce qu'il aurait pu être particulièrement prolifique. Voici pour cette affaire, si vous êtes arrivé jusqu'au bout parce que vous êtes les meilleurs, écrivez téléphone en commentaire. J'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.